Le silence dans la petite salle à manger était aussi épais que la sauce du rôti dominical que personne ne semblait apprécier. Manon piquait distraitement les légumes dans son assiette. À 24 ans, elle avait l'habitude de ces repas où sa présence semblait aussi optionnelle que le sel sur la table. Les regards de sa mère, Martine, glissaient sur elle pour se poser, attendrie, sur Chloé, sa sœur cadette de 2 ans. Chloé, elle, rayonnait, racontant avec force geste sa dernière sortie, ses mots remplissant un vide que Manon ne cherchait même plus à combler. C'est dans cette atmosphère pesante que la sonnette retentit. Un homme en costume sombre se tenait sur le seuil, une mallette à la main. Un notaire. Maître Dubois. Il venait leur annoncer le décès de leur père, Richard, cet homme distant, presque un étranger, parti vivre dans le sud des années auparavant après le divorce. Une nouvelle apprise avec une tristesse polie, sans véritable chagrin. Puis vint la lecture du testament, une formalité pensait-elle. Et je lègue l'intégralité de mes biens et de mes économies, s'élevant à la somme de 800 000 €, à ma fille aînée, Manon Deschamps. Le silence, cette fois, fut assourdissant. Manon leva la tête, incrédule. 800 000 €? Pour elle? Ses yeux croisèrent ceux, soudain vifs et calculateurs, de sa mère. Chloé avait arrêté de mastiquer, la bouche entr'ouverte. Martine fut la première à rompre le charme, sa voix tranchante comme une lame. Manon. Cet argent, tu vas le donner à ta sœur. Intégralement. Ce n'était pas une suggestion, mais un ordre. Manon sentit le sang quitter son visage. Quoi? Mais, pourquoi? C'est papa qui? Ton père ne savait pas ce qu'il faisait, intervint Martine, le ton sans appel. Chloé en a plus besoin que toi. Elle a des projets, elle. Un apport pour un appartement, lancer sa ligne de bijoux. Toi, tu vis simplement. Tu n'as pas besoin d'autant. Chloé, retrouvant sa contenance, enchaîna, le ton mielleux virant rapidement à l'agressif. Maman a raison, Manon. Tu ne saurais même pas quoi en faire. Donne-le-moi. C'est mieux comme ça, pour tout le monde. Manon regarda sa sœur, son visage poupin déformé par la convoitise. Puis sa mère, dont le masque de sollicitude s'était craquelé pour révéler une dureté qu'elle ne lui connaissait que trop bien. Une colère froide, inédite, monta en elle. Pour la première fois de sa vie peut-être, elle allait dire non. Non, dit-elle, sa voix étonnamment ferme. C'est l'argent de mon père. Il me l'a légué. À moi. Le visage de Chloé devint écarlate. Comment oses-tu? Après tout ce qu'on a fait pour toi. Égoïste. Elle se leva d'un bond. Si c'est comme ça, prends tes affaires et va-t'en. Dégage. Je ne veux plus jamais te voir. Martine ne dit rien, son silence valant approbation. Poussée, bousculée, Manon se retrouva sur le palier, un sac de sport rempli à la hâte avec quelques vêtements et ses papiers, que sa mère lui avait jetés au visage avec la liasse de documents du notaire concernant l'héritage. La porte claqua derrière elle, le son résonnant comme un coup de fusil dans le couloir vide de l'immeuble. Alors, Manon commença à rire. Un rire nerveux au début, qui se transforma en un rire presque libérateur, teinté d'hystérie et d'une absurdité totale. Les larmes coulaient sur ses joues, mais ce n'étaient plus seulement des larmes de tristesse. Elle serra les documents contre sa poitrine. Là, seule dans le couloir froid, avec pour toute fortune un héritage empoisonné et la douleur d'une trahison familiale, elle murmura entre deux hoquets, c'est peut-être la meilleure décision que j'ai jamais prise, ou qu'on ait prise pour moi. L'avenir était un gouffre béant, mais pour la première fois, une étrange et farouche détermination commençait à poindre au milieu du chaos de ses émotions. Un mois. 31 jours s'étaient écoulés depuis que la porte de son enfance avait claqué, la laissant sur le palier avec un sac et 800 000 € virtuels qui lui brûlaient les doigts. Manon avait trouvé refuge dans une chambre de bonne au 6e étage sans ascenseur, sous les toits de Paris. La vue sur les cheminées et le ciel changeant était sa seule consolation. L'argent de son père dormait sur un compte bloqué, une montagne de chiffres qu'elle n'osait pas toucher, comme si épuiser la moindre somme la liait davantage à ce drame familial. Elle survivait grâce à ses maigres économies, chaque dépense calculée, la peur du lendemain comme une ombre tenace. Les nuits étaient peuplées des visages de sa mère et de Chloé, leurs paroles blessantes résonnant en boucle.
Pour chasser ses fantômes, surtout, pour payer son loyer, Manon épluchait les petites annonces. C'est ainsi qu'elle poussa la porte de l'Atelier Fleuri, une petite boutique de création florale et d'objets artisanaux dans une ruelle pavée du Marais. L'endroit débordait de couleurs et de parfums délicats, un havre de paix contrastant avec le tumulte de sa vie. Bonjour, je viens pour l'annonce, pour le poste de vendeuse, même à mi-temps, lança-t-elle d'une voix un peu hésitante à l'homme qui arrangeait avec une infinie patience un bouquet de pivoine. Il se tourna, et Manon fut surprise. Il était jeune, la trentaine peut-être, des yeux noisettes pétillants d'intelligence et un sourire désarmant qui illumina son visage. Des taches de peinture colorée son tablier en lin brut. Antoine enchanté, dit-il en s'essuyant la main sur son tablier avant de la lui tendre. Manon, c'est ça? Installez-vous, je vous en prie. Le café est encore chaud. Son accueil était si simple, si chaleureux, que Manon sentit une partie de sa tension se dissiper. Ils parlèrent un moment, moins d'expérience professionnelle Manon n'en avait guère que de passion pour les belles choses, de la poésie des fleurs, de l'importance des détails. Antoine n'était pas seulement fleuriste, il était sculpteur, ses créations en bois flottaient ornant discrètement la boutique. Il avait un regard perçant, capable de voir au-delà des apparences, et Manon eut l'impression étrange qu'il devinait les failles derrière sa réserve. Elle repartit avec la promesse d'une période d'essai et, plus important encore, avec une sensation de légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. De retour dans sa mansarde, le cœur un peu plus léger, elle décida enfin d'examiner de plus près les documents que Maître Dubois lui avait remis. Au milieu des relevés bancaires confirmant la somme, une enveloppe plus épaisse attira son attention. Elle contenait les statuts d'une société au nom de Les Bois de Richard, ainsi qu'une lettre manuscrite de son père, rédigée quelques semaines avant sa mort. Sa gorge se serra en reconnaissant l'écriture penchée. Les mots de son père étaient empreints d'une mélancolie et d'une tendresse qu'elle ne lui avait jamais connue de son vivant. Il lui expliquait que les 800 000 € n'étaient pas un cadeau tombé du ciel. Ils représentaient la quasi-totalité de ce qu'il avait pu sauver de la faillite de l'ébénisterie familiale, fondée par son propre grand-père. Une entreprise qu'il avait tenté, seul et en secret, de maintenir à flot pendant des années, y engloutissant ses économies personnelles. Il y avait aussi une vieille propriété en Dordogne, le berceau de la famille, chargé d'hypothèques et de réparations urgentes. Cet argent, Manon, écrivait-il, ce n'est pas pour te rendre riche. C'est une chance, peut-être la dernière, de sauver quelque chose de notre histoire, de nos racines. Ou de tout laisser sombrer. Je n'ai plus la force, mais toi, tu as toujours eu une discrétion et une résilience que les autres n'ont pas vues. C'est un fardeau, je le sais, mais peut-être aussi un chemin. Manon resta assise sur son lit, la lettre tremblant entre ses doigts. L'héritage prenait une toute autre dimension. Ce n'était plus une somme abstraite, mais un poids concret, une responsabilité écrasante mêlée à une étrange forme d'espoir. Son père ne l'avait pas oublié, il lui avait confié une mission. La rencontre avec Antoine, cet artiste qui façonnait la matière brute pour en faire de la beauté, résonna soudain d'un écho particulier face à cette entreprise familiale à l'abandon. Un nouveau défi venait de s'ajouter à sa quête d'indépendance, bien plus complexe et personnelle qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Les jours suivants furent un tourbillon étrange pour Manon. D'un côté, il y avait la douceur inattendue de son travail à l'Atelier Fleuri. Antoine était un patron patient et un collègue inspirant. Ses mains, capables de créer tant de beauté à partir de simples fleurs ou de morceaux de bois brut, fascinaient Manon. Il y avait entre eux une complicité naissante, faite de regards échangés, de sourires discrets et de conversations qui effleuraient parfois des sujets plus personnels, bien que Manon gardât une prudente réserve sur son passé récent et la nature exacte de ses tourments. Comment expliquer cette somme colossale et l'entreprise délabrée léguée par un père quasi inconnu sans paraître folle ou intéressé? Le poids des non-dits s'installait, confortable et angoissant à la fois. De l'autre côté, il y avait la lettre de son père, qu'elle relisait chaque soir dans sa mansarde. Chaque mot la rapprochait et en même temps la distanciait de cet homme qu'elle n'avait que si peu connu. Les Bois de Richard, la propriété en Dordogne. Ces noms sonnaient comme des lieux mythiques, des appels d'un passé dont elle ne savait rien. Ses premières recherches sur Internet n'avaient révélé que peu de choses, des photos aériennes d'une grande bâtisse à l'allure négligée, quelques articles anciens sur une ébénisterie autrefois réputée, aujourd'hui manifestement oubliée.
Des dettes étaient mentionnées ici et là, des rumeurs de mauvaise gestion avant que son père ne tente, apparemment seul, de redresser la barre. Il y avait des regrets palpables dans ses écrits, des espoirs déçus, et une forme de supplique adressée à elle, sa fille aînée, celle qu'il jugeait résiliente. Un après-midi, alors qu'elle composait un bouquet avec une concentration nouvelle, son téléphone vibra dans sa poche. Numéro masqué. Elle hésita, puis décrocha. Manon ? C'est Chloé. La voix de sa sœur était faussement enjouée, presque sirupeuse. Alors, la millionnaire ? Tu te la coules douce ? Maman s'inquiète, tu sais. Tu ne donnes pas de nouvelles. Manon sentit son estomac se nouer. Je vais bien, Chloé. Que veux-tu ? Oh, rien de spécial. Juste prendre des nouvelles, continua Chloé, son ton devenant plus insistant. Tu sais, avec tout cet argent, tu pourrais peut-être nous aider un peu, non ? Les temps sont durs. Maman a des frais imprévus. Le chantage affectif, à peine voilé. Manon serra les dents. L'argent est compliqué, Chloé. Ce n'est pas si simple. Compliqué ? Qu'est-ce qui est compliqué quand on a presque 1 million ? Lança sa sœur, l'agressivité perçant sous le vernis. Enfin, fais comme tu veux. Mais ne viens pas pleurer si tu te retrouves seule et que tu as tout gâché. Et elle raccrocha brutalement. Manon resta figée, le sécateur à la main, le cœur battant. La brève conversation avait ravivé toute l'amertume, la colère. Elle se sentait sale, comme si la convoitise de sa sœur pouvait la contaminer. Antoine, qui l'observait discrètement depuis quelques instants, s'approcha. « Tout va bien, Manon ? Tu es toute pâle. » Elle tenta un sourire. « Oui, oui. Juste, un mauvais appel. Rien d'important. » Il n'insista pas, mais son regard bienveillant était comme un baume. C'est cette gentillesse simple, ce respect de son jardin secret, qui touchait Manon plus que tout. Elle éprouvait pour lui une attirance grandissante, mais la peur de compliquer les choses, de le mêler à ses problèmes inextricables, la freinait. Ce soir-là, en relisant une nouvelle fois la lettre de son père, quelque chose se débloqua. La peur était toujours là, mais une nouvelle détermination la submergeait. Les paroles de Chloé, loin de la décourager, avaient renforcé sa résolution. Elle ne laisserait personne, et surtout pas sa propre famille, dicter sa vie ou s'approprier ce qui représentait le dernier lien tangible avec son père. Les bois de Richard, cette entreprise fantôme, cette propriété en péril, c'était son histoire aussi, désormais. Elle ouvrit son ordinateur portable, après un instant d'hésitation, tapa dans un moteur de recherche, billet de train Paris, Sarlat-la-Canéda. La Dordogne. Elle devait voir. Elle devait comprendre. C'était la première étape concrète de la mission que son père lui avait confiée. Un voyage vers l'inconnu, vers les fantômes de son père, mais peut-être aussi, vers elle-même. Le train pour la Dordogne emportait Manon loin de Paris, mais pas de ses pensées. Chaque kilomètre la rapprochait d'une vérité qu'elle appréhendait autant qu'elle l'espérait. Arrivée à Sarlat, elle loua une petite voiture et suivit les indications GPS jusqu'à une route de campagne qui serpentait entre les Noailles et les falaises ocres. Les bois de Richard se dressaient au bout d'un chemin envahi par les herbes hautes, une grande bâtisse de pierre blonde, majestueuse malgré ses volets clos et sa toiture par endroits affaissée. Une tristesse infinie se dégageait du lieu, mais aussi une force brute, une âme qui refusait de s'éteindre. Un vieux monsieur bourru, monsieur Gaston, le gardien voisin qui jetait un œil sur la propriété depuis des années par amitié pour son père, l'accueillit avec une méfiance polie. Il lui fit faire le tour. L'intérieur sentait le renfermé et la poussière. L'ancien atelier d'ébénisterie, vaste et silencieux, conservait encore quelques outils rouillés et l'odeur entêtante du bois et de la cire. Monsieur Gaston parlait peu, mais ses silences étaient éloquents. Il évoqua les difficultés de Richard, son acharnement à vouloir sauver ce patrimoine, les « visiteurs peu recommandables » qui rôdaient parfois avant sa mort, posant des questions insistantes. C'est pendant qu'elle explorait une dépendance, découvrant des carnets de croquis de son père des meubles d'une finesse inouïe qu'il rêvait de créer que son téléphone sonna. Chloé. Cette fois, sa voix n'avait rien de mielleux. Elle était paniquée, au bord des larmes. « Manon, il faut que tu m'aides. Je suis dans une situation terrible.
J'ai fait une bêtise, une énorme bêtise. Difficilement, entre deux sanglots, Chloé avoua s'être laissée entraîner par un ami dans des placements financiers douteux, promettant des gains rapides. Elle avait perdu toutes ses économies et s'était même endettée lourdement auprès de personnes qui la menaçaient maintenant. L'arrogance avait laissé place à une terreur palpable. Ils veulent l'argent, Manon. Ils savent pour l'héritage. Ils disent que si je ne paie pas, ils s'en prendront à maman, ou à toi. Manon raccrocha, le cœur lourd. La détresse de sa sœur semblait réelle cette fois. Elle se sentait partagée entre la rancœur et une forme de pitié. De retour à Paris quelques jours plus tard, l'esprit encore embué par les découvertes en Dordogne et le désarroi de Chloé, elle décida d'affronter sa mère. Elle la trouva dans le salon, le visage fermé. Manon lui raconta la situation de Chloé, sans omettre les menaces. Martine blêmit visiblement. Ces gens, ils ne plaisantent pas, murmura-t-elle, les mains tremblantes. Alors, poussée à bout, Martine craqua. Les larmes coulant sur ses joues, elle révéla enfin le secret qui la rongeait. Richard, son mari, avait contracté des dettes importantes des années auparavant auprès d'un prêteur sans scrupules, un certain Moretti, pour tenter de sauver une première fois l'entreprise familiale. Moretti était revenu à la charge peu avant la mort de Richard, exigeant le remboursement avec des intérêts exorbitants. Il avait menacé Martine, lui disant qu'il savait Chloé plus, influençable. Je voulais que Chloé ait l'argent pour qu'elle puisse payer cet homme, pour qu'il nous laisse tranquilles, sanglota Martine. Je pensais la protéger, toi aussi. Je ne voulais pas te mêler à ces horreurs. J'ai été si dure avec toi, Manon, mais j'avais tellement peur. Le monde de Manon bascula. Sa mère, cette femme qu'elle avait toujours vue comme froide et partiale, était en réalité une victime, piégée par la peur. Ce n'était pas du favoritisme, mais une tentative désespérée de protection. La colère de Manon s'effrita, laissant place à une immense tristesse et à une compréhension douloureuse. Ce soir-là, elle appela Antoine. Elle avait besoin de parler, de tout déballer. Elle lui raconta tout, l'héritage, la Dordogne, les dettes de son père, les menaces de Moretti, la détresse de Chloé, les aveux de sa mère. Antoine l'écouta patiemment, sans l'interrompre. C'est beaucoup à porter pour une seule personne, Manon, dit-il doucement quand elle eut fini. Mais tu n'es pas seule. Ce Moretti, il faut savoir à qui on a affaire. Laisse-moi t'aider. J'ai quelques contacts, des gens qui pourraient nous renseigner discrètement. Son offre était sincère, son soutien indéfectible. Pour la première fois depuis des semaines, Manon sentit qu'elle pouvait respirer un peu. Les enjeux étaient terrifiants, mais elle n'était plus seule face à la tempête. La mission léguée par son père prenait un tour encore plus sombre, celui d'une lutte contre un ennemi invisible, mais aussi celui de la possible réunification d'une famille brisée par les secrets et la peur. Les jours qui suivirent les aveux de Martine furent chargés d'une tension électrique. Antoine, fidèle à sa promesse, mobilisa son réseau. Un de ses amis, ancien journaliste d'investigation, commença à creuser discrètement sur les activités de ce fameux Moretti. Les premières informations confirmèrent leurs craintes, l'homme n'était pas un simple usurier, mais une figure trouble, connue pour ses méthodes d'intimidation et ses liens avec des affaires louches. Il avait la réputation de ne jamais lâcher une proie facile, et la famille Deschamps, avec cet héritage soudain, en était une de choix. Un matin, un bouquet de fleurs fanées fut déposé devant la porte de Martine, accompagné d'une carte laconique, le temps presse. La menace était claire. La peur, qui avait brièvement reculé, revint en force, étreignant Manon et sa mère. C'est dans ce climat d'urgence que Manon accepta de revoir Chloé. Elles se retrouvèrent dans un petit café anonyme. Sa sœur avait maigri, des cernes creusant ses yeux habituellement pétillants. La terreur avait balayé toute trace de son arrogance passée. Moretti m'a contacté directement, balbutia Chloé, les mains tremblantes autour de sa tasse. Il m'a dit que si l'argent n'était pas versé d'ici la fin de la semaine, il commencerait, s'impatienter sérieusement. Il a mentionné la maison en Dordogne, Manon. Il a dit que ton père lui devait bien plus qu'une simple somme d'argent, qu'il y avait des affaires inachevées. Manon écoutait, un frisson lui parcourant l'échine. Les affaires inachevées. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Je suis désolée, Manon,
reprit Chloé, les larmes aux yeux. J'ai été tellement stupide, tellement égoïste. Je ne savais pas. Si je peux faire quoi que ce soit pour aider, n'importe quoi. Son repentir semblait sincère. Manon, malgré la méfiance persistante, sentit une brèche s'ouvrir. Peut-être que Chloé, par sa connaissance des méthodes de ceux qui l'avaient escroqué et par sa propre frayeur, pourrait être un atout inattendu. Une alliance fragile, certes, mais une alliance quand même. Raconte-moi tout ce que tu sais sur cette amie qui t'a mise dans cette situation, Chloé. Et tout ce que Moretti t'a dit. Chaque détail compte. Pendant ce temps, Antoine et Manon passaient de longues heures ensemble, analysant les informations, cherchant une faille, une solution. Un soir, épuisés mais plus proches que jamais, ils étaient dans le petit atelier d'Antoine. La lumière tamisée créait une atmosphère intime. Tu sais, Manon, commença Antoine en prenant délicatement sa main, au milieu de tout ce chaos, de ce danger, te rencontrer, c'est... Il chercha ses mots. C'est comme trouver une fleur rare au milieu d'un champ de ruines. Manon sentit son cœur s'emballer. Elle leva les yeux vers lui, ses défenses s'abaissant enfin. Antoine, j'ai tellement peur. Pas seulement de Moretti, mais de ne pas être à la hauteur, de tout perdre. Tu ne perdras rien, murmura-t-il en caressant sa joue. Et tu n'es pas seul. On va affronter ça ensemble. Il se pencha et l'embrassa tendrement, un baiser qui scellait une promesse silencieuse, un refuge dans la tempête. Ce moment de pure émotion donna à Manon une force nouvelle. Grâce aux informations de Chloé sur son escroc, qui s'avéra être un petit pion de Moretti, et aux recherches de l'ami journaliste d'Antoine, une piste commença à se dessiner. Moretti ne s'intéressait pas seulement à l'argent de la dette initiale de Richard. Il semblait obsédé par la propriété en Dordogne, les bois de Richard. Des rumeurs circulaient sur le fait que Richard, avant sa mort, aurait découvert quelque chose de valeur sur ces terres, peut-être des documents compromettants contre Moretti lui-même, ou un projet qu'il comptait lancer et qui aurait pu nuire aux affaires de l'usurier. Moretti voulait s'emparer du domaine pour récupérer ces éléments ou s'assurer que le projet de Richard ne voit jamais le jour. La pression qu'il mettait sur la famille était un moyen de les forcer à vendre à bas prix ou à lui céder les droits. La course contre la montre était lancée. Il n'avait que quelques jours avant l'ultimatum. L'idée d'une simple confrontation directe avec Moretti semblait suicidaire. Il fallait être plus malin. Manon, Antoine, et même Chloé, avec ses informations cruciales sur les intermédiaires, commencèrent à échafauder un plan risqué, un plan où ils devraient utiliser les propres armes de Moretti contre lui, la ruse et la dissimulation. Le sort de leur famille et l'héritage de son père reposaient désormais sur leurs épaules. Le plan était audacieux, presque insensé, mais c'était leur seule carte. Il reposait sur l'avidité de Moretti et sa conviction que la famille Deschamps était au bord de la rupture, prête à tout céder. Chloé, jouant la brebis égarée revenue au bercail de l'usurier, devait lui faire miroiter que Manon était prête à vendre la propriété en Dordogne pour une bouchée de pain, mais qu'elle exigeait de traiter directement avec lui, seul, pour récupérer des papiers personnels de son père avant la transaction. Ces papiers étaient en réalité les documents que Richard avait patiemment collectés contre Moretti, des preuves de ses malversations, de son réseau d'extorsion, et que Manon et Antoine avaient fini par retrouver, cachés dans un double fond d'une vieille malle, les bois de Richard. Le rendez-vous fut fixé dans un café discret, choisi par Moretti. Antoine et l'ami journaliste, équipés de micros et de caméras cachées, s'étaient installés à proximité, prêts à enregistrer chaque mot, chaque geste. Manon, le cœur battant à se rompre, entra dans le café. Moretti était là, un homme au sourire carnassier et aux yeux froids. Alors, mademoiselle Deschamps, commença-t-il d'une voix faussement affable, vous avez enfin compris où était votre intérêt. Votre père était un sentimental, pas un homme d'affaires. Cette vieille bicoque ne vaut rien. Manon joua son rôle, celui d'une jeune femme effrayée mais déterminée à sauver ce qui pouvait l'être. Je veux les documents de mon père. Ce qu'il gardait concernant vos arrangements. Ensuite, nous pourrons parler de la vente. Moretti ricana. Des arrangements ? Disons plutôt une dette d'honneur. Votre père n'a jamais su payer ce qu'il devait. La tension était palpable. Manon sortit une simple enveloppe contenant des photocopies sans valeur et la posa sur la table. Voici ce que j'ai trouvé.
Je veux être sûr que vous n'avez rien d'autre qui pourrait nuire à ma famille. C'est à ce moment que Martine, leur mère, entra dans le café. Elle n'était pas censée être là, son rôle était de rester en sécurité. Mais elle s'avança, le visage pâle mais résolu. « Monsieur Moretti, dit-elle d'une voix claire, surprenant tout le monde, y compris Manon. Richard m'a tout raconté avant de mourir. Y compris au sujet de ce que vous lui avez fait signer sous la menace, ce faux témoignage qui a ruiné l'un de vos concurrents il y a des années. Il avait même gardé une copie de l'enregistrement où vous le menaciez. Je sais où il est. » Moretti perdit son sourire. L'enregistrement ? C'était un détail que Manon et Antoine ignoraient. Martine avait gardé ce secret, cet ultime atout, pour le moment opportun. Vous bluffez, vieille femme, siffla Moretti, mais une lueur d'inquiétude passa dans ses yeux. Peut-être, répondit Martine. Mais la police sera sans doute intéressée par ce que ma fille a déjà sur vous, et par ce que je pourrais ajouter. À moins que vous ne décidiez de nous laisser tranquilles. Définitivement. Et d'annuler cette prétendue dette. L'intervention de Martine, combinée à la menace des documents que Manon prétendait détenir en totalité, et surtout, à la perspective d'un scandale public si les enregistrements d'Antoine étaient diffusés, fit basculer la situation. Moretti, piégé, fut contraint de signer un accord annulant toute dette et s'engageant à ne plus jamais approcher la famille Deschamps, sous peine de voir l'intégralité du dossier transmis aux autorités. Il quitta le café, le visage défait, sa puissance réduite à néant par le courage inattendu d'une famille qu'il avait sous-estimée. Dans le soulagement qui suivit, une fois Moretti disparu et les enregistrements sécurisés, la question de l'argent et de « les bois de Richard » revint sur le tapis. Les 800 000 € étaient toujours là, moins les quelques dépenses pour le voyage en Dordogne. Chloé, encore secouée mais reconnaissante, proposa que Manon utilise une partie de la somme pour l'aider à rembourser les dettes qu'elle avait contractées de son côté. Martine, elle, ne demandait rien, simplement le pardon de Manon. Manon réfléchit longuement. L'argent aurait pu lui offrir une vie confortable, effacer les soucis. Mais en découvrant les carnets de son père, ses rêves pour « les bois de Richard », un atelier partagé pour jeunes artisans, une exploitation respectueuse de la nature, un lieu de transmission du savoir-faire, elle avait compris sa véritable intention. Ce n'était pas l'argent qui comptait, mais ce qu'on en faisait. C'était cela, la force de caractère qu'il avait voulu lui transmettre. L'argent de papa va servir à redonner vie à « les bois de Richard », annonça-t-elle. Nous allons créer une fondation, ou une coopérative. Pour aider des artisans à démarrer, pour faire vivre ce lieu comme ils l'auraient souhaité. Une partie servira à aider Chloé à se remettre sur pied, et à s'assurer que maman ne manque de rien. Mais le reste sera pour ce projet. C'est son véritable héritage. Un silence ému accueillit ces paroles. Ce n'était pas seulement une décision financière, mais un choix de vie, un hommage à son père et une promesse pour l'avenir. La victoire sur Moretti était amère, mais elle avait révélé la force insoupçonnée de Manon et ouvert la voie à une possible reconstruction, non seulement d'une entreprise, mais d'une famille. Un an plus tard, le soleil de fin de printemps inondait la cour de « les bois de Richard ». La vieille bâtisse en pierre blonde avait retrouvé sa splendeur d'antan, mais avec une âme nouvelle. Des rires et le son des outils d'artisans s'échappaient des ateliers rénovés. Des jeunes ébénistes, céramistes, et même une luthière, s'activaient, leurs visages concentrés et passionnés. C'était cela, la Fondation Richard Deschamps pour l'artisanat et la transmission, l'œuvre de Manon. Avec ce qui restait de l'héritage, et l'aide d'Antoine qui avait mis ses talents de gestionnaire et son réseau au service du projet, elle avait transformé le rêve de son père en une réalité vibrante. Manon traversa la cour, un carnet à la main, saluant l'un, conseillant l'autre. Elle n'était plus la jeune femme effacée du début. Une assurance tranquille émanait d'elle, celle d'une personne qui avait trouvé sa place, son but. Son regard, autrefois voilé par l'incertitude, brillait d'une lumière sereine. Elle avait appris à gérer, à décider, à inspirer. Le rire qui lui avait échappé sur le palier 1 an plus tôt, ce rire de désespoir et de défi, avait laissé place à un sourire plein, épanoui. La décision la plus difficile de sa vie, ou plutôt celle qu'on avait prise pour elle, s'était réellement avérée être la meilleure. Antoine la rejoignit, passant un bras affectueux autour de ses épaules. Leur relation s'était épanouie au rythme de la renaissance du domaine, solide et tendre,
bâtie sur une confiance à toute épreuve et des rêves partagés. La délégation de la Chambre des métiers arrive dans 1 heure, lui rappela-t-il doucement. Prête à leur montrer ce que la jeunesse inspirée peut accomplir? Manon se blottit contre lui. Toujours prête, avec toi. Sa famille avait aussi trouvé un nouvel équilibre, fragile mais réel. Chloé, après avoir remboursé ses dettes grâce à l'aide de Manon et suivi une thérapie, travaillait comme bénévole dans une association d'aide aux surendettés. Elle venait parfois en Dordogne, apportant une aide discrète, son regard sur sa sœur désormais empreint d'une admiration sincère et d'une affection retrouvée. Les conversations étaient parfois encore un peu gauches, mais la rancœur s'estompait, remplacée par une compréhension mutuelle. Martine, leur mère, s'était installée dans une petite maison non loin de là. Elle cultivait son jardin et apportait chaque semaine des paniers de légumes aux artisans. Les mots de pardon n'avaient jamais été explicitement prononcés entre elle et Manon, mais leur silence était devenu confortable, leur geste plein d'une tendresse nouvelle, plus authentique. Elle voyait sa fille aînée s'épanouir, dans ses yeux, Manon lisait une fierté discrète qui valait toutes les excuses. La fondation ne se contentait pas de faire revivre un lieu, elle offrait des bourses à des jeunes en difficulté, des ateliers de reconversion pour ceux qui avaient connu des accidents de la vie, transformant l'héritage d'un homme en un puissant vecteur d'espoir pour beaucoup. C'était là le véritable impact, la surprise finale de cette histoire. L'argent, source de tant de conflits, était devenu un outil de réparation et de création. Un soir, alors qu'elle rangeait un coin oublié de l'ancien atelier de son père, Manon découvrit une petite boîte en bois qu'elle n'avait jamais vue. À l'intérieur, un unique galet poli, parfaitement lisse, et un mot, de l'écriture de son père, pour Manon. Que tu trouves toujours la force de polir les rudesses de la vie pour en révéler la beauté. Ton père qui t'aime. Les larmes montèrent aux yeux de Manon. C'était un message simple, un écho d'outre-tombe qui venait parfaire son sentiment d'accomplissement. Son père l'avait comprise, bien plus qu'elle ne l'aurait jamais cru. Plus tard, alors que le crépuscule teintait de rose les pierres de « Les bois de Richard », Manon et Antoine étaient assis sur un banc, contemplant le domaine silencieux mais vibrant de promesses. « Tu y aurais cru, toi, à tout ça, il y a 1 an ?» demanda Manon, sa voix emplie d'une douce émotion. Antoine sourit. « J'ai cru en toi dès le premier regard dans ma boutique. Tu avais cette étincelle, même sous la cendre. » Manon laissa échapper un rire léger, un rire qui cette fois n'avait rien de nerveux ni d'hystérique. C'était le rire cristallin du bonheur trouvé, de la paix intérieure conquise. Elle avait non seulement surmonté l'adversité, mais elle avait transformé une blessure en une œuvre vivante, un avenir où l'amour, le sens et la création avaient trouvé leur juste place. Elle regarda l'horizon, vers ce futur qu'elle avait patiemment, courageusement, réinventé.